Et si le plus grand ennemi de votre partie de pêche en hiver, ce n'était pas le froid, ni le mauvais leurre, ni même le mauvais spot, mais le son de votre propre matériel. Vous vous demandez sûrement de quoi je parle. Je parle de ce petit bruit, ce grincement presque anodin de votre tresse gelée qui passe dans les anneaux de votre canne. Aujourd'hui, je vais vous prouver que ce son est en réalité une véritable sirène d'alarme qui vide votre zone de pêche en quelques minutes. Vous allez découvrir pourquoi ce détail, que tout le monde ignore, est peut-être la cause numéro 1 de vos sorties sans touche par temps froid. Alors, avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, pensez-vous vraiment qu'un simple grincement peut faire une telle différence? J'ai hâte de lire vos avis avant de vous révéler la suite. On le sait tous, la pêche en hiver, c'est une école de la patience. Le froid, les journées courtes, les poissons moins actifs, on a tendance à se concentrer sur l'essentiel, trouver la bonne profondeur, choisir le leurre qui vibre juste comme il faut, animer lentement. On passe des heures à optimiser ce qui est visible. Et pendant ce temps, on ignore complètement un paramètre invisible mais capital, le son. Depuis des années, on accepte ce bruit de la tresse qui gratte dans les anneaux gelés, comme une fatalité, un simple inconvénient de la saison. On se dit, c'est l'hiver, c'est comme ça. On ne se pose même pas la question de l'impact que cela peut avoir sous la surface. C'est une habitude ancrée, un de ces trucs de pêcheurs qu'on ne remet jamais en cause. Et pourtant, c'est là que se cache une erreur fondamentale qui coûte d'innombrables poissons à des milliers de pêcheurs. Bloc 1. Imaginez la scène. Il est 7 heures du matin. Le soleil se lève à peine. Tout est blanc de givre. Il n'y a pas un souffle de vent. Le lac est un miroir parfait. C'est le genre de matin où on a l'impression d'être seul au monde, où le moindre bruit semble amplifié par le silence. Vous êtes là, au bord de l'eau, plein d'espoir. Vous avez votre meilleure leurre, vous avez repéré le poste parfait la veille. Toutes les conditions semblent réunies pour faire une belle pêche. Vous respirez l'air glacial. Vous savourez ce moment de calme absolu. C'est dans ce genre d'ambiance que le moindre détail compte, que la moindre perturbation peut tout gâcher. Et c'est précisément le moment que vous choisissez pour armer votre canne et effectuer votre tout premier lancer de la journée. Le calme est sur le point d'être brisé, mais pas de la manière que vous croyez. Bloc 2. Vous lancez. Et là, vous l'entendez. Ce son si familier en hiver. Ce n'est pas le doux sifflement d'une tresse qui glisse parfaitement. Non, c'est un son rêche, un grattement. Ziz, ririk. C'est le bruit des milliers de microcristaux de glace qui se sont formés sur votre ligne et qui viennent frotter, racler l'intérieur de vos anneaux. À chaque tour de manivelle pour ramener votre leurre, c'est la même chose. Zrik, zrik, zrik. Un son répétitif, mécanique, désagréable même pour nos oreilles humaines. On a tous connu ça. On secoue la canne, on passe les doigts sur la tresse pour enlever la glace, mais quelques lancers plus tard, le problème revient. C'est une nuisance, un petit agacement. On hausse les épaules, on se dit que c'est le prix à payer pour pêcher par 0 degré. On se concentre sur notre animation en essayant d'ignorer cette bande-son parasite. Bloc 3. Et c'est là que se situe notre erreur collective. En haussant les épaules, on commet une faute de jugement majeure. On traite ce bruit comme un problème pour nous, le pêcheur. On le considère comme un simple désagrément personnel. On ne pense pas une seule seconde à ce que ce son devient une fois qu'il a traversé la surface de l'eau. On se dit « bah, le poisson est loin, il n'entend rien ». Ou pire, de toute façon, il y a plein de bruits sous l'eau, un de plus ou un de moins. C'est une vision totalement anthropocentrique, centrée sur notre propre perception. On oublie que le monde sous-aquatique est un univers acoustique radicalement différent du nôtre. On oublie que le poisson n'a pas des oreilles comme nous, mais un système de détection des vibrations bien plus sophistiqué et sensible. Cette simple négligence est la porte d'entrée vers une journée de pêche frustrante et sans la moindre touche. Bloc 4. Passons maintenant à un peu de science, mais promis, ça va être simple et imagé. Pourquoi ce bruit est-il si problématique? Tout est une question de physique. L'eau est un conducteur de son extraordinairement efficace, bien plus que l'air. Imaginez que vous criez dans un grand champ. Votre voix se perd rapidement, elle est étouffée par l'air. Maintenant, imaginez que vous êtes sous l'eau dans une piscine et que quelqu'un tape sur le bord à l'autre bout. Le son est incroyablement net, puissant, instantané.
C'est parce que les molécules d'eau sont beaucoup plus denses que celles de l'air. Le son y voyage environ 4 à 5 fois plus vite et avec beaucoup moins de perte d'énergie. Concrètement, cela signifie que votre petit grincement, qui vous semble anodin à vous, devient une onde de choc puissante et claire sous l'eau, qui se propage très loin et très vite. Bloc 5. Votre canne à pêche, dans cette situation, ne doit plus être vue comme un simple outil pour lancer. Elle devient un instrument de musique, ou plutôt un émetteur de signal. La vibration générée par le frottement de la tresse gelée sur l'anneau de pointe est transmise directement le long de la ligne, qui est tendue dans l'eau. Votre tresse agit comme la corde d'une guitare ou un fil de téléphone à l'ancienne. Elle transmet la vibration sur toute sa longueur avec une efficacité redoutable jusqu'à votre leurre. Et ce n'est pas tout. Le son se propage aussi depuis la canne dans toutes les directions. Ce n'est donc pas un petit son localisé, c'est une alerte générale diffusée dans un large rayon. Le silence parfait de l'hiver en surface masque en réalité une cacophonie que vous créez vous-même sous l'eau. Vous pensez approcher en loup, mais en réalité, vous arrivez avec une fanfare. Bloc 6. Maintenant, mettons-nous à la place du poisson. Le brochet, le cendre ou la perche n'ont pas d'oreilles externes. Leur principal organe de détection est la ligne latérale. C'est une série de capteurs ultrasensibles qui parcourent leurs flancs. Cet organe ne fait pas la différence entre une onde sonore et une vibration. Pour le poisson, c'est la même information, un mouvement dans son environnement. Il peut détecter le déplacement d'une petite proie à plusieurs mètres de distance juste en analysant les vibrations qu'elle émet. C'est un système de détection vitale qui lui sert autant à chasser qu'à échapper aux prédateurs. Le poisson vit dans un monde de vibrations subtiles. Il est constamment à l'écoute de son environnement. Chaque information vibratoire est analysée, interprétée et classée. Nourriture, danger, neutre. Bloc 7. Revenons à la source du bruit. Qu'est-ce qui le produit exactement? Ce n'est pas la tresse elle-même. Une tresse souple et humide est relativement silencieuse. Le coupable, c'est le gel. Quand la température descend en dessous de zéro, l'eau dont la tresse est imprégnée se transforme en glace. Mais pas une glace lisse. Ce sont des milliers de microcristaux, durs et anguleux, qui se soudent aux fibres de la tresse. Votre ligne, habituellement souple, devient rigide et abrasive. Elle se transforme en une sorte de lime ou de râpe microscopique. Chaque fibre recouverte de glace devient une pointe dure capable de gratter une surface. C'est un changement d'état fondamental du matériel que nous utilisons, et nous ignorons souvent à quel point cette transformation est radicale au niveau microscopique. Bloc 8. Ces cristaux de glace sont incroyablement durs. Quand cette tresse transformée en râpe passe dans vos anneaux, surtout ceux en céramique qui sont eux-mêmes très durs, l'effet est décuplé. C'est l'équivalent sonore d'ongles crissant sur un tableau noir. Un son à haute fréquence, strident. C'est ce frottement, cette friction, qui génère la vibration. Et comme nous l'avons vu, cette vibration est ensuite transmise avec une fidélité parfaite par la tresse elle-même et par l'eau. Ce n'est pas un son doux et naturel, c'est un son de friction mécanique, un son industriel, un son qui n'a absolument rien à faire dans l'environnement naturel d'un lac ou d'une rivière en hiver. C'est une anomalie acoustique, et les poissons sont des experts pour détecter les anomalies. Bloc 9. Il faut bien comprendre que l'anneau de pointe de votre canne agit comme une caisse de résonance, un amplificateur. Toute la tension de la ligne converge vers ce point précis. C'est là que le contact et le frottement sont les plus intenses, surtout lorsque vous moulinez. C'est une petite usine à produire des vibrations parasites. Pensez à un violoniste. Il frotte un archet sur une corde pour produire un son. Vous faites exactement la même chose, mais de manière involontaire. Votre tresse gelée est l'archet, votre anneau est la corde, et votre canne et la ligne propagent le son. Sauf que la musique que vous jouez n'attire personne. Au contraire, elle fait le vide autour de vous. C'est une sérénade de l'échec, jouée à chaque tour de manivelle. Bloc 10. Essayons de nous projeter. Vous êtes un cendre, posté près d'une cassure, en attente. Le monde autour de vous est calme. Vous percevez les vibrations lointaines d'un banc de gardon, le mouvement lent d'une écrevisse sur le fond. Ce sont des sons familiers, des sons qui signifient nourriture potentielle. Votre monde est fait de ces signaux subtils. Vous êtes à l'affût, mais pas en alerte. Vous êtes dans votre état naturel de prédateur opportuniste.
Vous économisez votre énergie, car en hiver, chaque calorie compte. Vous attendez le signal parfait, la vibration qui déclenchera votre attaque. Une proie facile, un poisson blessé, quelque chose qui vaut la peine de dépenser de l'énergie pour l'attraper. Bloc 11. Et soudain, un nouveau son perce le silence. Un son qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Ce n'est pas le ploc d'un leurre qui tombe dans l'eau, un son bref qui peut signifier qu'un fruit ou un insecte est tombé. Ce n'est pas la vibration basse fréquence d'un autre poisson qui nage. C'est un son strident, répétitif et qui semble se rapprocher. Zrrik, zrrik, zrrik. Votre ligne latérale est en alerte maximale. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne sonne pas comme une proie. Une proie qui ferait un tel bruit serait énorme, malade ou complètement folle. Votre instinct de survie, affiné par des millions d'années d'évolution, vous envoie un seul message, clair et net. Danger. Inconnu égale danger. Bloc 12. C'est un point crucial. Les poissons, et en particulier les vieux poissons éduqués, ont une règle simple. Dans le doute, fuis. Un son naturel, même celui d'un gros leurre, peut être interprété avec curiosité. Mais un son mécanique, répétitif, qui n'existe pas dans la nature, est presque toujours interprété comme une menace. Pensez au bruit d'un moteur de bateau. Les poissons ne restent pas dessous pour voir ce que c'est. Ils s'écartent. Le son de votre tresse gelée est encore pire, car il est directement associé à votre ligne, donc à votre piège. Le poisson fait très vite le lien. Ce bruit strident est suivi par un objet bizarre, votre leurre, qui se déplace de manière suspecte. Pour lui, l'équation est simple. Bruit égale ligne égale pêcheur égale danger de mort. Bloc 13. On peut utiliser une analogie simple. Imaginez que vous êtes un cerf dans la forêt. Vous entendez le bruit d'une branche qui craque. Vous vous figez, vous analysez. C'est peut-être un autre animal, peut-être juste le vent. C'est un son naturel. Maintenant, imaginez que vous entendez le bruit métallique et régulier d'une fermeture éclair qu'on ouvre et qu'on ferme. Clac, 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 clac. Ce son n'a rien à faire ici. Il est artificiel. Votre cerveau vous hurle de fuir immédiatement, car ce son est synonyme de chasseur. Pour le poisson, le grincement de la tresse, c'est la fermeture éclair dans la forêt silencieuse. C'est le signal indiscutable d'une présence non naturelle et potentiellement hostile. Il ne va pas attendre pour demander son reste. Bloc 14. La répétition du son est aussi un facteur aggravant. Ce n'est pas un événement unique, c'est une torture acoustique qui se répète à chaque fois que vous ramenez votre ligne. Chaque lancée est une nouvelle alerte. Si un poisson curieux était resté après le premier passage, il y a de fortes chances qu'il déguerpisse au deuxième ou au troisième. Vous êtes en train de quadriller la zone non pas avec votre leurre, mais avec votre signal d'alarme. Vous éduquez littéralement tous les poissons du secteur. Vous leur apprenez à associer votre leurre, quel qu'il soit, à un stimulus négatif et effrayant. C'est un conditionnement. Après quelques passages bruyants, même le leurre le plus attractif du monde sera ignoré, car il est précédé par sa réputation, par cette sirène qui annonce son arrivée. Bloc 15. Alors, quelle est la portée de cette alarme? 20 mètres, c'est une estimation conservatrice. Dans une eau calme et froide, où le son se propage particulièrement bien, cela pourrait être bien plus. Cela signifie que si vous pêchez une petite baie, une anse ou un poste bien délimité, quelques lancers suffisent à alerter absolument tous les poissons qui s'y trouvent. Vous pouvez avoir le meilleur sondeur du monde qui vous montre une concentration de poissons incroyable. Si vous arrivez et que vous commencez à faire grincer votre tresse, vous assistez en direct à la dispersion du banc. Les poissons ne vont pas forcément partir à 100 mètres. Ils peuvent juste s'éloigner de 10 ou 15 mètres ou simplement se coller au fond et fermer la bouche. Le résultat est le même. Vous ne touchez plus rien. Bloc 16. Certains pourraient dire « c'est de la théorie. Où sont les preuves ?» Les preuves, vous les avez vécues des dizaines de fois sans le savoir. Pensez à ces journées d'hiver où vous faites un poisson au premier lancer, dans le silence le plus total, et puis plus rien pendant 3 heures. Qu'est-ce qui a changé entre le premier lancer et les suivants? Le premier lancer s'est fait avec une tresse encore sèche ou à peine humide. Le bruit n'était pas encore présent. C'est à partir du deuxième ou troisième lancer, une fois que la tresse est gorgée d'eau et commence à geler,
que le concert commence. Vous avez attrapé le seul poisson qui n'avait pas encore été prévenu de votre arrivée. Tous les autres ont reçu le mémo. Bloc 17. Une autre observation qui va dans ce sens. Avez-vous remarqué qu'en hiver, on a souvent des touches beaucoup plus timides, des tapes courtes, des poissons mal piqués? On met ça sur le compte du froid et de l'apathie des poissons. C'est en partie vrai. Mais c'est aussi parce que le poisson est sur la défensive. Il a été alerté par votre bruit. Il est méfiant. Il va suivre votre leurre, attiré par son aspect visuel, mais hésitera à attaquer franchement. Le son lui a dit méfiance, mais la vue lui dit nourriture. Ce conflit interne se traduit par une attaque ratée ou une simple petite tape du bout de la gueule pour tester. Le poisson n'est pas confiant, car vous avez saboté votre propre approche bien avant que le leurre ne passe devant lui. Bloc 18. Il y a un mythe tenace chez les pêcheurs qui dit « Il faut faire du bruit pour attirer les poissons de loin ». C'est vrai, mais seulement pour certains types de bruit. Le bruit d'un popper, les billes d'un crankbait, la vibration d'une palette, ce sont des bruits que les poissons associent à une proie en difficulté. Ce sont des signaux nourriture. Ils sont généralement sur des basses fréquences, ressemblant à des mouvements naturels. Le grincement de la tresse, lui, est un son à haute fréquence, totalement artificiel. Il ne figure dans aucun menu de carnassier. C'est un signal de danger universel. Faire la confusion entre un bruit attractif et un bruit répulsif est une des erreurs les plus graves que l'on puisse commettre dans notre approche de la pêche. Bloc 19. Maintenant que le constat est fait et qu'il est, je pense, assez alarmant, la question est, que faire? Doit-on arrêter de pêcher dès que le thermomètre passe sous zéro? Heureusement, non. Il existe des solutions pour réduire, voire éliminer complètement ce problème. La première étape, c'est la prise de conscience. Comprendre que le silence est votre meilleur allié en hiver. Chaque bruit parasite que vous éliminez augmente drastiquement vos chances de succès. Il faut changer de mentalité. Ne plus considérer ce grincement comme une fatalité, mais comme un problème à résoudre activement avant et pendant chaque partie de pêche. La solution commence dans la tête du pêcheur, dans sa volonté d'être le plus discret possible. Bloc 20. Concrètement, les solutions passent par le matériel et la technique. Il existe des produits spécifiques, des sortes de lubrifiants ou de traitements pour lignes, conçus pour empêcher l'eau d'imprégner la tresse et donc de geler. On peut aussi opter pour des tresses avec des revêtements spéciaux, plus lisses et plus hydrophobes. Certains pêcheurs passent même au nylon ou au fluorocarbone en corps de ligne pendant les jours de grand froid, car ces monofilaments sont moins sensibles au gel. Il y a aussi des astuces, comme tremper son sion dans l'eau régulièrement pour faire fondre la glace accumulée. Le plus important est de vérifier constamment l'état de sa ligne et de ses anneaux, et d'agir dès que le bruit apparaît. Ne jamais laisser ce signal d'alarme sonner plus de quelques secondes. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. Pour résumer, ce petit bruit de tresse gelée que nous avons tous ignoré est en fait un véritable cri d'alerte. Il se propage vite et loin sous l'eau et il est perçu par les poissons non pas comme un son anodin, mais comme un signal de danger imminent, artificiel et répétitif. Le moment le plus dingue dans tout ça, c'est de réaliser que l'outil qui nous relie aux poissons, notre ligne, devient notre pire traître. C'est l'arme qui se retourne contre nous. Et ça change complètement la perspective sur nos échecs hivernaux. Ce n'est peut-être pas la faute des leurres, ni des poissons boudeurs, mais simplement de notre propre fanfare involontaire. La prochaine fois que vous serez au bord de l'eau par temps glacial et que vous entendrez ce grincement, vous ne l'entendrez plus jamais de la même manière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils. Maintenant, j'ai une question pour vous. Maintenant que vous savez cela, quel est le premier changement que vous allez faire lors de votre prochaine sortie par temps froid? Partagez vos astuces et vos plans d'action dans les commentaires. Le débat est ouvert.